Soral vite, épisode 5. C'est parti. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Alors vous suivez les présidentielles chaque semaine. Enfin, j'ai loupé une semaine la semaine dernière. Je tiens à m'excuser, mais j'ai été en vacances. Comme c'est moi le patron, je tourne quand je veux. Et quelles sont vos dernières intuitions? Alors, évidemment, ça change toutes les semaines. Donc là, je regarde les sondages et ce que veulent nous dire les sondages. Les sondages veulent nous dire qu'on va vers un deuxième tour Marine Le Pen-Macron, qui serait dans un mouchoir, et que Fillon serait déjà un peu sur la touche. Hein. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu, enfin, de plus en plus, qui est Macron. Macron, c'est un peu, je dirais, le joker du système, avec lequel le système veut faire tapis dans une partie de poker. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment multi-service. C'est à la fois celui qui a remplacé Valls, qui devait normalement gagner la primaire à gauche, hein, parce qu'il va faire le même boulot. C'est celui qui va achever de tuer le Parti Socialiste, puisque la gauche a compris que le Parti Socialiste était un cheval mort, hein, qui avait vécu son temps. Hein, donc il va achever de tuer le Parti Socialiste. Il est là aussi pour tuer Fillon, c'est-à-dire la droite traditionnelle. Donc en fait, il est là pour tuer à la fois la gauche traditionnelle, on va dire, et la droite traditionnelle, c'est-à-dire l'UMPS. Hein, il tue les deux. Et en même temps, ça c'est le grand espoir du système, il est là normalement pour battre Marine Le Pen au deuxième tour. Et alors que les gens ont envie de s'émanciper du système de domination mondialiste et d'avoir une espèce de réaction à la Brexit ou la Trump, avec la victoire Macron, ça serait exactement l'inverse. C'est-à-dire que la France passerait dans une soumission absolue à tout ce que le peuple de France essaye d'échapper en ce moment, c'est-à-dire mondialisme, domination anglo-saxonne, domination sioniste, et même domination, je dirais, américano-wahhabo-sioniste. Hein. Voilà. Donc Macron, c'est le joker du système dans une partie de poker où, face à la montée inéluctable du Front National, il pense faire tapis avec ce joker Macron. Alors, à la fois, c'est réversible, parce que si Macron, comme je le pense, se dégonfle comme la baudruche qu'il est, ça va se retourner, c'est-à-dire qu'il peut effectivement tuer Hamon et le PS, tuer Fillon et la droite traditionnelle qui normalement aurait dû gagner avec Juppé, même avec Fillon si on ne l'avait pas sorti ses affaires. Donc il aura lui-même fait le boulot de tuer à la fois le candidat de gauche et le candidat de droite traditionnel, c'est-à-dire l'UMPS, et finalement se retrouvant seul face à Marine, et finalement il pourra aussi être une sorte d'Hillary Clinton, c'est-à-dire être celui qui finalement a déblayé le terrain et fait gagner Marine. Et c'est ça la partie de poker que joue le système actuellement, c'est tout mettre sur Macron pour le faire gagner au deuxième tour face à Marine, et l'espoir des gens comme nous, je dirais, c'est que Macron n'étant qu'une baudruche, il y a le grand espoir qu'il soit la Hillary Clinton française, et qu'il s'effondre au dernier moment, et que finalement il ait fait le sale boulot pour permettre à Marine de gagner, comme je le dis, en ayant détruit finalement les autres candidats traditionnels. Alors à la gauche de Macron, on a Hamon avec une mesure phare, le revenu universel. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors le revenu universel, c'est un vrai sujet, il ne faut pas le rejeter du revers de la main. Il y a deux réflexions sur le revenu universel, il y a une réflexion économique et une réflexion philosophique. La première réflexion qui est économique, c'est que si, effectivement, le revenu universel était payé par le capital qui, depuis 30 ou 40 ans, a gagné de la productivité, des gains de productivité énormes et donc de profit grâce à l'automatisation, à l'automation, etc., il y aurait quelque chose de logique. Ça serait, en gros, on admet aujourd'hui que dans la société de production ultramoderne, on a de moins en moins besoin de travailleurs, mais le capital rémunère ses travailleurs pour ne plus travailler, et là, ça serait, je dirais, envisageable. Or, on le voit, le revenu universel, c'est la continuation et l'aggravation du RMI qui avait été mis en place par Rocard et par la deuxième gauche, qui est devenu le RSA, c'est-à-dire d'éjecter les travailleurs du monde du travail, notamment en France, par l'automation et les délocalisations, et de les maintenir dans la survie, afin qu'ils ne passent pas à la phase révolutionnaire, hein, d'une certaine manière, dans la survie et la dépression, en les faisant entretenir, non pas par le capital, mais par les travailleurs qui travaillent encore, à savoir par les salariés, et surtout par les PME, PMI qui produisent en fait la valeur ajoutée en France, et qui malheureusement ont un peu les moyens de payer. Hein. Donc l'immoralité sur le plan économique du revenu universel, c'est que ce revenu universel ne va pas être payé par le capital, mais va être payé par le travail, et le travail notamment résiduel. Et donc c'est une sale
sale mesure en réalité, c'est une fausse mesure généreuse, et c'est une mesure qui est dans la continuation finalement de l'écrasement du monde du travail par le capital, avec une gestion à la marge du travailleur abandonné, l'exclu de la croissance, qu'on fait prendre en charge par le travailleur qui peut encore un peu travailler, et notamment, je dirais, le travailleur hautement productif et qui est le petit patron, PME, PMI. Voilà, donc c'est, de ce point de vue économique, c'est déjà une saloperie. Hein. Et après, d'un point de vue philosophique, c'est encore autre chose. C'est que l'homme est ce qu'on appelle l'homo faber, c'est-à-dire qu'il ne peut exister, s'épanouir que par le travail. Et quand je dis le travail, c'est un métier, hein, c'est pas un emploi, c'est pas Uber. Hein. Et que malheureusement, malgré les espoirs de l'homme nouveau, on a constaté que quand on fait gagner notamment du temps libre à un travailleur, et là on est dans le temps libre intégral, hein, de ce chômeur entièrement subventionné, on espère qu'il va utiliser ce temps libre pour écrire des poèmes ou apprendre à jouer d'un instrument de musique, mais le plus souvent malheureusement dans le prolétariat et le sous-prolétariat, puisque c'est eux que ça touche, ça donne un résultat à l'anglaise, c'est-à-dire ça met le type sur son canapé à regarder du foot en buvant des bières, voire en fumant du chichon. C'est d'ailleurs pour ça que chez Hamon, c'est-à-dire le corbillard PS, on accouple le revenu universel et la dépénalisation de la drogue. Hein. Voilà. Et donc c'est une mesure doublement catastrophique, parce que c'est une mesure en fait du capital, qui est une fausse mesure sociale, et c'est une mesure humainement malsaine, parce qu'elle va amener, je dirais, du oisif dépressif, et n'oublions pas que l'oisiveté est mère de tous les vices, hein, et c'est pas avec une mesure comme ça qu'on peut redresser la France, tant sur le plan économique que sur le plan moral. Donc c'est vraiment... Hamon, de ce point de vue-là, incarne vraiment, comme le dit d'ailleurs Mélenchon, le corbillard, le PS corbillard, hein, le PS qui pue, le cadavre malodorant du Parti socialiste. Hein. Et Mélenchon, lui, propose le droit de vote à 16 ans. Alors, c'est bien parce que ça permet aussi d'identifier Mélenchon, qui prétend être en fait l'alternative à gauche du Front National, hein, c'est le Front National de gauche, ça le permet de le démasquer comme un démagogue. Hein. On a déjà vu qu'il soutenait dans l'affaire Théo, dont on reparlera, les voyous contre les forces de police, qui fait que ce n'est pas un type qui a une stature de chef d'État. Quoi qu'on pense de la police, et moi je me la prends dans la gueule par des convocations régulières, hein, les policiers sont sur mon dos, mais les policiers obéissent au pouvoir. Si on prend le pouvoir, ils nous obéiront aussi. Hein. Mélenchon soutient Théo contre la police, donc s'il prouve qu'il n'a pas une stature de chef d'État et qu'il reste finalement on va dire un type issu du trotskisme, hein, et de la franc-maçonnerie de gauche. Hein. Et puis alors sa proposition de droit de vote à 16 ans prouve bien que c'est un démagogue, parce que déjà qu'à 18 ans on ne peut rien comprendre au sérieux de la politique. Et n'oubliez pas que c'est Giscard, un homme de droite, qui a fait baisser l'âge du vote de 21 ans à 18 ans pour pouvoir un peu plus facilement manipuler le citoyen, parce que plus on le prend jeune, plus il est éloigné du monde du travail, et plus il est encore dans l'Oedipe et la vision familiale du monde, et moins il comprend le sérieux de la politique, qui sont notamment les rapports de production, etc., etc. Donc un homme politique qui prétend être dans le sérieux, mais qui propose comme mesure de passer de 18 ans à 16 ans pour le droit de vote, est un escroc, hein, est un démagogue. Et c'est bien ce qu'est Mélenchon. Chaque fois qu'on creuse un peu et qu'on voit ce qu'il y a derrière, en réalité. Il y a une jolie façade, il y a un professionnel très performant au niveau de comme tribun, mais derrière, on ne trouve pas d'ouvriers, on trouve que des professionnels de l'antiracisme et des francs-maçons, issus de l'UNFID et du monde des petits profs de gauche, et de la manipulation, on va dire, trotskiste du vrai monde ouvrier. Hein. Ce type-là a un parcours qui parle entièrement contre lui, et chaque fois qu'on creuse, on est déçu. D'ailleurs, Théo, lui, n'était pas mineur. Oui, alors ça, j'ai beaucoup attaqué Théo, ça m'a coûté un peu cher sur les réseaux sociaux, parce que j'ai senti dès le départ que c'était une arnaque. Alors déjà, pourquoi on l'appelle Théo et pas Théo l'UAK ? Je rappelle que ne mentionner que les prénoms dans la presse est réservé aux mineurs. C'est pour protéger les mineurs, qu'ils soient délinquants ou victimes. Théo a 21 ans, donc c'est Théo l'UAK, c'est pas un mineur. Pourquoi on ne l'appelle pas Théo l'UAK ? Parce que l'UAK nous raccroche à sa famille, qui n'est pas une famille de sous-prolétaires de banlieue, mais une famille de ministres au Congo. Hein, c'est-à-dire que c'est une grande famille, les l'UAK. Et on découvre que cette grande famille, dans sa branche française, a détourné
pratiquement 700 000 euros, hein, dont 50 000 euros qui sont sur un compte du petit Théo. Hein. Donc on est bien là, non seulement face à un délinquant qui a agressé physiquement des policiers pour les empêcher d'interpeller des trafiquants de drogue à Aulnay-sous-Bois, mais on est là dans une famille de délinquants qui renvoie en plus à de la haute bourgeoisie et du haut personnel politique congolais. Ce qui explique pourquoi le président de la République, M. Hollande, est allé à son chevet, sans même attendre les résultats de l'enquête, hein, alors qu'il ne s'est jamais déplacé au chevet des flics qui avaient été brûlés vifs pour ne pas se servir de leurs armes dans une affaire précédente. Hein. C'est-à-dire que c'est scandaleux de la part de Hollande. Mais s'il l'a fait, c'est qu'en fait, ce petit Luaka n'est pas Théo. Il fait partie de l'internationale socialiste qui règne sur l'Afrique et qui est sur la version de gauche de la France-Afrique. Et cette internationale socialiste, à laquelle est lié aussi M. Hollande, c'est en fait l'internationale maçonnique de gauche. Hein. C'est les réseaux qui ont à voir avec le Grand Orient. Donc c'est pour ça que cette affaire a été montée aussi vite en épingle et que les médias ont porté au pinacle ce petit Théo Luaka, parce que ce n'est pas un sous-prolétaire de banlieue délinquant, il est délinquant certes, mais pas sous-prolétaire, il fait partie d'une famille qui détourne, avec la complicité des associations antiracistes, donc du Parti Socialiste, beaucoup d'argent issu, à mon avis, du budget de la ville, et là je le dis pour les petits cons de banlieue qui l'ont soutenu, cet argent, la famille Luaka vous l'a volé. Hein. C'était 700 000 euros qui étaient faits pour des emplois jeunes, qui n'existent pas. Et après, il faut se poser la question, encore au-delà, du rôle délétère que joue SOS Racisme et le Parti Socialiste depuis les années 85, dans sa gestion des quartiers, qui, en étant exclus du monde du travail par la deuxième gauche, n'ont survécu de plus en plus que par le trafic de drogue. Et comment le Parti Socialiste, via les associations antiracistes et via tout le réseau Julien Drey, a de plus en plus validé, voire chapeauté, le trafic de drogue en banlieue pour acheter la paix sociale et compenser en fait la misère liée au chômage. Et là, on peut se poser la question de savoir où sont passés et à quoi servaient ces 600 ou ces 700 000 euros. Hein. Je rappelle, là, c'est pas du tout du délire, regardez un très bon documentaire sur Arte qui montre comment la French Connection est née de la collusion entre les politiques marseillais et la mafia corse de Marseille et a abouti au plus grand trafic de drogue mondial. Je rappelle que cette collusion entre politique, hauts délinquants et trafic de drogue, qui a existé à partir des années 20 à Marseille, a été quelque part imité et mis en place à partir des années 85 dans la périphérie de Paris, et que ça a été la gestion par le caïda du Parti Socialiste. Ce n'est pas un hasard que moi, quand j'étais journaliste d'enquête au début des années 90, je me rappelle que Fodé Silla, qui était à l'époque président des SOS Racisme, s'était fait attraper avec 2 kilos de cocaïne et qu'il avait été relaxé pour consommation personnelle. Je viens d'avoir récemment, en travaillant ce dossier, le témoignage d'un douanier qui me dit qu'il y a quelques années, il a interpellé à la frontière un des cadres du Parti Socialiste qui avait en charge notamment l'antiracisme et SOS Racisme, et qu'il l'avait chopé avec 4 kilos de drogue et qu'il a été obligé de le relâcher. Je pose la question encore plus loin, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à se poser cette question, comment M. Julien Drey a-t-il pu s'acheter pendant des années des montres à complications, parfois payées 25 000 anciens francs en liquide? Comment a-t-il pu se constituer une des plus belles collections de montres à complications de France, avec de l'argent liquide dont on n'a jamais pu établir la provenance, sachant qu'à un moment donné, ce Julien Drey, qu'on appelle Baron Noir, hein, et qui avait en main toute la gestion sioniste, et pas que sioniste des banlieues, et ce caïda, comment se fait-il qu'il n'a eu finalement qu'un rappel à la loi, hein? Je pose la question, à travers cette affaire du petit Théo Luaka, de tout ce qu'il peut y avoir derrière, argent détourné, trafic de drogue, et lien entre les racailles de banlieue, le caïda géré par le Parti Socialiste, la gestion délinquante de la question des banlieues par le Parti Socialiste, et qui amène en réalité à ce chaos d'aujourd'hui. Si un jour les patriotes français reprennent le pouvoir, il faudra qu'on enquête, parce que je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui auraient des choses à dire sur la manière dont ils ont couvert sur ordre le trafic de drogue en banlieue pour acheter la paix sociale, et voire plus alimenter les caisses noires pour les opérations noires du Parti Socialiste. Hein. Mais Théo a quand même eu 60 jours d'ITT. Alors là aussi, je me suis renseigné auprès de médecins, et en plus je connais cette question pour des raisons familiales. Quand vous avez eu l'anus perforé par un objet contondant sur 10 cm avec déchirement de l'intestin, vous êtes sous anus artificiel, hein, c'est-à-dire recousu, allongé sur le ventre avec une machine à côté de vous. Théo Luaka a réintégré son domicile familial
il y a déjà un certain nombre de jours. On l'a vu enregistrer une vidéo assis sur un canapé. Quand vous êtes recousu au niveau du fion, vous ne pouvez pas rester en position assise. Toutes les coutures pètent. Vous ne pouvez que rester allongé sur le ventre. On l'a vu aussi avec Ribéry essayer un t-shirt. On nous a menti sur les lésions réelles de ce Thomas Luaka, et j'aimerais bien qu'on ait à un moment donné accès aux vidéos qui existent sur son interpellation, et réellement par les médecins qui l'ont ausculté, à la réalité de ces traumatismes. Je pense qu'on a joué sur le symbole du viol, alors qu'il paraît que c'est une matraque télescopique qui l'aurait effectivement blessé au niveau anal, mais je ne pense pas qu'il y ait eu pénétration volontaire sur 10 cm avec perforation de l'intestin par un objet contondant, sinon il ne serait pas aujourd'hui chez lui, il serait toujours à l'hôpital avec un appareillage. Car quand on a eu l'intestin perforé, pour pas mourir d'une septicémie et pouvoir cicatriser, il faut court-circuiter tout l'intestin par une dérivation, un anus artificiel, un appareillage externe, etc. Et je vous garantis que c'est du très lourd. Et donc ces 60 jours d'ITT, ça serait 60 jours à l'hôpital sans pouvoir bouger, allongé sur le ventre, équipé d'une machine. Or là, il est chez lui tranquillement, et il est frais comme un gardon à faire le kéké avec Ribéry, etc. etc. Hein, donc on nous a menti sur cette affaire Théo Luaka de A à Z. Pourquoi? Comme par hasard, en période de vacances scolaires, pour pousser les racailles ethniques de banlieue à foutre la France à feu et à sang, qui serait comme une sorte de répétition et de menace sur ce qui pourrait advenir de la France des quartiers si jamais Marine Le Pen se retrouvait au deuxième tour, et comment le Parti Socialiste, qui est encore au pouvoir, gérerait l'entre-deux tours des présidentielles. Hein, c'est-à-dire par le chaos intégral. Hein. Et l'avocat de ce Théo Luaka n'est autre que Dupond-Moretti. Alors, Maître Dupond-Moretti, comme disait Céline, c'est une synthèse. Hein. Alors, j'ai étudié son cas. Cette espèce d'obèse qui se fait passer pour un balèze avec ses gros yeux de veau et sa grosse voix a été surtout très fort pour terroriser les enfants violés d'Outreau et faire que dans le procès d'appel d'Outreau, il y ait 12 enfants violés, mais plus de violeurs. Hein. Je rappelle que je suis l'éditeur du livre de Jacques Thomet sur tous les mensonges et la dégueulasserie du procès d'Outreau, où en fait le seul qui avait bien fait son boulot, c'était le juge Burgot, je crois, hein, qui a été sanctionné, comme par hasard, je crois, par les réseaux maçonniques. Réseau maçonnique auquel appartient ce Maître Dupond-Moretti, qui est franc-maçon dans le Nord, sans doute Grand Orient, très lié au Parti Socialiste de Martine Aubry, et qui est systématiquement là pour voler au secours des racailles anti-nationales et pour défendre les racailles en fait affiliées au PS. Il est l'avocat de Cahuzac, hein, c'est-à-dire d'escrocs, comme il est l'avocat du petit Théo et de la famille Luaka, hein, à travers le petit Théo. C'est-à-dire que c'est l'avocat systématique, je pense, en obéissant aux ordres de ces supérieurs maçonniques du Grand Orient, pour défendre en fait ce qu'on appelle la gauche racaille, hein, qu'elle soit celle de Cahuzac ou celle de Théo. Et pour moi, ce mec-là, c'est vraiment un type qu'on est en train de mettre en scène en ce moment, une sorte de Vergès inversée, et qui va beaucoup servir dans la campagne présidentielle contre le Front National. Alors je rappelle que ce Gugus, qu'on nous fait passer pour un grand avocat, ce qui est possible, mais un grand avocat, c'est jamais grand-chose, vient d'écrire un livre, mais au lieu de l'écrire lui-même, c'est un livre qu'il a fait au magnétophone avec un journaliste, hein, puisqu'il y a 2 auteurs, et qui est édité chez Michel Lafon, qui était, je crois, l'éditeur de Loana, hein, ou un truc comme ça. On découvre que ce fils de femme de ménage orphelin, aujourd'hui, vit dans une espèce de gentilhommière et qu'il chasse aux faucons comme un hobereau, ce qui devrait plutôt le rapprocher des Vendéens de Philippe de Villiers, hein, et que là, il se vante, il est tout fier d'avoir enfin levé une people, parce qu'avant, il avait fait 4 gosses à une jurée d'assises, et c'est pareil, c'est vraiment tape au tour quand il édite chez Michel Lafon, et quand tu lèves une people, c'est une chanteuse québécoise en pré-retraite, quoi. C'est vraiment Dupond-Moretti, c'est vraiment la gauche racaille dans toute sa splendeur, hein. C'est vraiment la baudruche, et le faux dur, et le vrai, pas le faux méchant, mais le vrai salopard, hein. Voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, et puis c'est pareil, il est tout fier d'avoir joué dans un film, mais quand il joue dans un film, c'est un film de Claude Lelouch, hein, c'est tout foireux de A à Z, quoi. Et Hollande dans tout ça? Alors Hollande, pour moi, c'est Néron, c'est-à-dire c'est un type là qui va se barrer, et avant de se barrer, il fout le feu à la ville, c'est-à-dire il est allé au chevet de Théo pour bien foutre la France à feu et à sang, avec ce que ça va coûter au niveau de la banlieue, sachant qu'en banlieue, ceux qui sont pénalisés, c'est ceux qui y vivent, hein. Je rappelle que défendre les racailles de banlieue, c'est pas défendre les banlieues, c'est défendre ceux qui détruisent la vie quotidienne des banlieues, où il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas des racailles, qui travaillent, des adultes, des gens beaucoup issus de l'immigration, c'est vrai, et quand on détruit toutes les infrastructures des quartiers par des petites merdes de voyous en vacances scolaires, manipulés et mis en branle
par les antifas bien blancs des réseaux antifascistes, tout ça piloté par le Parti socialiste, c'est pas aider les banlieues que d'applaudir et de favoriser la destruction des banlieues par les racailles ethniques. Hein. Donc pour moi, Hollande c'est Néron, il fout le feu à la ville avant de se barrer. Mais Néron lui au moins a eu la dignité de se suicider, alors que Hollande, tu nous as déshonorés à l'international, également aussi en tant que chef d'État français, qui nous a menti, qui nous a trahis, qui nous a déshonorés, lui, il va partir en retraite avec plus de 30 000 euros payés par les contribuables. Hein. Et donc je dis aux petits excités, d'ailleurs, qui rêvent de foutre le feu à des mosquées, que si on reprend le pouvoir demain, il faudra s'occuper de ces traîtres à la France, tous issus de l'ENA, et bien blancs. Hein, je rappelle pour Conversano qui parlait d'aider un blanc. Hein. Ces blancs-là, il ne faudra pas les aider. Hein. Et de son côté, Fillon a parlé de quasi-guerre civile. Oui, bah, Fillon a pas tort. Hein. Bon, alors il fait ça sans doute parce qu'il se dit que si jamais il est quand même au second tour, et peut-être pas face à Marine Le Pen, il faudra qu'il aille chercher les voix du Front National. Et il est évident que la gauche, en état de décomposition terminale, aujourd'hui, a comme seule stratégie, avant de se barrer, de foutre le feu au pays, quoi. Hein. Et c'est ce qu'on a vu à Nantes avec la manière dont les antifas ont été entièrement, on les a entièrement laissés avec la complicité, non pas de la police de base, hein, mais des cadres socialos de la police, des syndicats de police liés au Parti socialiste, où on a laissé ces types-là foutre Nantes à feu et à sang, hein, alors qu'on a vraiment les moyens d'empêcher tout ça préventivement, sachant que les renseignements généraux ont la liste de tous les meneurs, hein, des leaders soi-disant antifascistes et des leaders racailles délinquantes des banlieues, quand on connaît les articulations. On a les moyens préventivement d'empêcher tout ça. Hein. Donc pour moi, François Hollande, c'est bien Néron, il n'y a pas de problème. Et Fillon a raison, parce que c'est pas forcément un mauvais bougre, hein. C'est un brave mec de droite à qui on reproche d'être trop catholique, trop français et trop proche de Poutine. Hein. C'est-à-dire pas assez pro-américain et pas assez pro-sioniste et pas assez pro-nouvel ordre mondial. Hein. Pas assez, hein, je dis bien. C'est pour ça qu'on veut le virer au profit de Macron. Il a raison de dire effectivement que la stratégie du Parti socialiste en voie de décomposition terminale, c'est effectivement la guerre civile. Ouais. Et est-ce que dans ce chaos, on peut dire que dans les banlieues, il y a une solidarité entre musulmans et noirs? Alors ce qui est intéressant, là on arrive à la fin de la fiction de l'immigré telle qu'elle a été inventée par SOS Racistes dans les années 85, comme si l'immigré, ça mettait sur le même plan un Africain congolais avec un Africain sénégalais, ce qui est un mensonge, et aussi que ça mettait sur le même plan un Maghrébin musulman avec un Africain évangéliste ou animiste. Je fais remarquer que quand on s'appelle Théo, par exemple, on n'est pas musulman. Hein. On est probablement évangéliste, hein, évangéliste d'origine congolaise. Hein, voilà. Donc il y a de moins en moins, je dirais, de solidarité immigré entre le français d'origine maghrébine et musulman et le français, comment dirais-je, d'origine africaine, et surtout notamment entre le délinquant recruté dans les familles monoparentales en totale déshérence, hein, c'est-à-dire la racaille ethnique, qu'on a bien vu derrière Théo, et les musulmans qui, ayant encore une religion et souvent une famille, à l'ancienne comme la nôtre jusqu'en 68, sont mieux structurés et permettent à la limite de s'élever à la classe moyenne. Et je rappelle que depuis Charlie, la gauche a systématiquement diabolisé le musulman à travers l'islam radical, hein, et l'amalgame musulman égale islamiste, hein, avec notamment Éric Zemmour, qui a antenne ouverte sur RTL pour clamer tout ça à longueur de temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Parti socialiste a beaucoup plus de mal à manipuler le maghrébin musulman de banlieue, il ne lui reste en fait comme nervi et comme tirailleur sénégalais à son service pour foutre le bordel, que la racaille ethnique noire, je dirais, issue vraiment soit du lumpenprolétariat, soit effectivement du caïda lié au PS via les associations antiracistes sous contrôle et stipendiées, notamment comme la famille Luaka, dont on aimerait bien qu'elle rende aux jeunes de banlieue les 700 000 euros qu'elle a détournés. Hein. Donc les Noirs s'unissent sur des critères raciaux. Eh ben, la vraie question en fait de ce qu'on appelle l'antiraciste, c'est que nous, on va dire français, petits français blancs, élevés aux droits de l'homme, on essaye de juger en général sur des critères moraux. C'est-à-dire que par rapport à un Théo Luaka, avant de se poser la question de savoir si on est pour ou contre lui, parce qu'il est blanc ou noir, ça serait on va dire la vision Conversano, hein, au pire, chez nous. On se pose la question morale. Est-ce que c'est un type bien ou un sale type? Mais de l'autre côté, la solidarité envers Théo,
ce que j'ai vérifié par mon travail sur les réseaux sociaux, hein. Ça m'a coûté, je crois, 400 amis sur mon Facebook, mais ça, moi je fais de la sociologie comme ça. C'est qu'en fait, par l'antiracisme institutionnel, on donne le droit aux Noirs et aussi aux Maghrébins musulmans à avoir des solidarités purement raciales, c'est-à-dire sans se poser des questions morales. C'est-à-dire que tous ces petits Noirs et mecs issus des quartiers qui étaient solidaires de Théo ne l'étaient pas parce qu'il avait été agressé par un flic ou parce que soit il aurait été violé ou ceci, mais parce que simplement c'est un Noir comme eux et que donc on est solidaire parce qu'on est des Noirs ou on est solidaire parce qu'on est des musulmans, avec d'ailleurs une vision islamo-racaille de l'islam. Alors que nous, on se pose la question, est-ce qu'on est solidaire avec d'autres blancs? C'est d'abord, est-ce que ce sont des gens bien ou des salopards, des fascistes, des antifascistes, des traîtres, etc., etc. Donc en fait, l'antiracisme institutionnel, c'est interdire, comment dirais-je, la solidarité raciale aux blancs, ce qui est très bien, mais c'est autoriser totalement la solidarité raciale des Noirs et jusqu'à hier des Maghrébins musulmans. Voilà. Donc il faut qu'on arrête avec ce deux poids deux mesures de l'antiracisme, qui est en fait un droit au racisme pour soi-disant les victimes, ce qu'on appelle de façon totalement inversée les indigènes. Hein. C'est-à-dire c'est le droit au racisme pour les halogènes. Hein, voilà. D'autant plus qu'on retrouve cette solidarité tribale au dîner du CRIF, où on a vu Fillon et Macron. Oui, il ne faut pas oublier que cette racialisation des rapports sociaux et cette lecture systématiquement raciale, communautaire et religieuse des rapports sociaux nous vient directement de la domination juive sur la France. Hein. C'est les juifs, et quand je dis les juifs, évidemment, pas tous les juifs, pas les juifs du quotidien, mais les juifs contrôlés abusivement, souvent d'ailleurs par le CRIF et ses dominions, c'est-à-dire l'ICRA et étudiants juifs de France, ces gens-là ont imposé à la France, contre toutes ses valeurs et sa tradition, et même ses lois sérieusement interprétées, ont imposé les critères raciaux et religieux au détriment des critères sociaux, laïques et républicains. Donc aujourd'hui, on a une racialisation intégrale avec le problème de la délinquance ethnique noire et le problème d'un certain séparatisme maghrébin musulman, à cause effectivement de ce que le CRIF et le communautarisme juif a imposé à la France. Et le plus beau constat, c'est le dîner du CRIF, qui prétend en plus, parce que ces juifs sont les spécialistes de l'inversion accusatoire et de la destruction du logos, qui se présente comme un dîner républicain, et qui prétend même être un dîner anticommunautaire, alors que c'est un dîner intégralement communautaire et anti-républicain, qui est là pour montrer et démontrer la soumission totale des corps constitués français à la communauté juive organisée. Hein, voilà. Oui, alors si on veut rebondir encore sur ce sujet, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est qui est allé se prosterner pour 900 €, parce qu'en plus il faut payer, au dîner du CRIF. La remarque que je fais pour les présidentielles, c'est que on ne peut voter pour aucun des candidats qui étaient au dîner du CRIF, puisque ça veut dire que c'est un soumis au CRIF, donc au nouvel ordre mondial, donc à la domination judéo-anglo-saxonne et wahhabite. Hein, parce que le nouvel ordre mondial, c'est cette triplette-là. Hein. C'est américano-wahhabo-sioniste. Hein. Donc on ne peut voter pour aucun des candidats qui y étaient. Or ils y étaient tous. On a même vu une belle photo où on voit Macron et Hamon bras dessus, alors ils prétendent être en lutte à mort, puisque c'est l'ancien PS contre le destructeur du PS. Ils étaient bras dessus au dîner du CRIF. Le dîner du CRIF permet de voir la réalité du pouvoir et toute la mascarade du faux combat politique pour les médias. Hein. Regardez bien cette photo, Macron, Hamon, bras dessus. Hein. Alors évidemment, qu'est-ce qui reste comme candidat qui était interdit de dîner du CRIF? Marine Le Pen et Mélenchon. Alors j'ai dit tout ce que je pensais de Mélenchon. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Hein, c'est comme Pince-Mi et Pince-Moi qui montent dans un bateau. Il reste Marine Le Pen. Hein. Voilà. Et vous, Alain Soral, vous allez voter pour qui? Bonne question, elle arrive au point nommé. Il est évident que nous arrivons avec ces élections à un tournant historique français comme il en existe assez rarement. Si on fait référence on va dire au passé récent, il y a eu deux tournants importants qui se sont passés en France. C'est le retour de De Gaulle en 58 et l'éviction de De Gaulle au moment du référendum de 69, qui a été la conséquence de mai 68. Nous arrivons à un troisième moment historique fort où les Français, lors d'une élection, ont la chance et l'espoir unique de renouer avec la maîtrise de leur destin et de leur souveraineté et de leur pays, et d'échapper à la dissolution et à la destruction de la France par la soumission de la France au nouvel ordre mondial qui est fondamentalement anti-français, je vous le dis, qui est anglo-saxon, sioniste, voire même théocratie musulmane des Émirats. Hein, voilà. Donc je ne vais pas louper cette chance
et je vais appeler sans aucune retenue à voter, évidemment, Front National à la prochaine présidentielle. Et je le dis d'ailleurs en toute décontraction, puisque de même que je peux soutenir la police, qui est un corps constitué fondamental, qui est le garant de la paix civile, et je ne mets pas en équilibre les policiers et les racailles ethniques, hein. Pour moi c'est une irresponsabilité, ce genre de mise en balance, comme si c'était deux équipes de foot. De même, je peux appeler à voter Front National sans aucun complexe, car j'ai subi par le Front National 6 procès, que j'ai d'ailleurs tous perdus. 3 par Louis Alliot, et 3 par Choprade, c'est-à-dire par l'aile sioniste du Front National. Donc bien que je pratique une critique sans concession des dérives que je trouve dommageables du Front National, et notamment quand le Front National croit intelligent de se soumettre au sionisme en pensant que le sionisme va l'aider à arriver au pouvoir, ce qui ne s'est pas passé, on l'a vérifié au moment des régionales, malgré le contentieux que j'ai avec Marine Le Pen, en tant que patriote français qui met l'intérêt de la France au-dessus de ses colères personnelles, j'appelle sans aucune retenue aujourd'hui, beaucoup de gens me posent la question, à voter Front National à la présidentielle, comme j'aurais appelé à voter Trump contre Hillary Clinton si j'avais été citoyen américain. Pour moi, on peut faire un parallèle total entre Trump, Marine Le Pen et Macron et Hillary Clinton. Hein. Est-ce que vous avez un message à passer pour les Français noirs ou musulmans qui s'inquiètent? Alors évidemment, la question immédiate c'est « Oui, mais Soral, vous avez collé un bourre-pif à Conversano, et là maintenant vous dites que vous appelez à voter Front National, vous nous avez trahis, vous nous avez manipulés, ou que va-t-on devenir, etc. » Je dis aux Français d'origine africaine et aux Français d'origine musulmane ou de confession musulmane, c'est à eux de savoir s'ils se sentent plus noirs que français, ou plus musulmans que français. Première question. Hein. Et deuxièmement, c'est à eux de comprendre qu'on peut être noir et patriote français et voter donc Front National en France, et qu'on peut être musulman et patriote français et voter Front National aujourd'hui en France. Hein. Le Front National parle de préférence nationale, mais pas de préférence raciale, hein, contrairement à Israël, et contrairement à ce qu'on a appris à penser aux minorités des banlieues. Hein. Toujours pareil, préférence raciale confondue avec préférence nationale. Le Front National prône la préférence nationale, et donc c'est valable pour les Français, comment dirais-je, d'origine ou de confession musulmane et maghrébine, et c'est valable pour les Français d'origine africaine et de couleur noire, voilà. Et je pense que c'est le moment pour eux, historique, de rallier les Français en colère et d'aider, en tant que Français, la France à reprendre le contrôle d'elle-même et d'échapper à la domination mondialiste, sioniste, anglo-saxonne, américaine et émirati, et non pas de continuer par bêtise et par manque de culture politique ou par intérêt clientéliste, à servir de nervis et de tirailleurs sénégalais à nos dominants mondialistes sionistes, hein, et wahhabites. Hein. C'est le moment pour eux, par le vote Front National, de rejoindre les Français en colère pour d'aider les Français, donc eux-mêmes, à reprendre le contrôle de leur destin. Hein, plutôt que, face à l'histoire, et même en cas de victoire du Front National, de montrer qu'ils auront été en fait des jaunes, des nervis, et des, comment dirais-je, et des briseurs de grève, hein, d'une certaine manière, hein, et des casseurs. Hein, voilà. Et je dis que ce vote Front National est l'intérêt de tous les Français, hein, des Français patriotes de toutes origines. C'est l'intérêt aussi des Français d'origine africaine et des Français musulmans, déjà pour la question sociale, de l'emploi, il ne faut pas oublier, hein, la lecture économique, il faut voir ce que c'est que le programme économique du Front National, c'est l'intérêt de la France, et c'est même l'intérêt du Front National, ce que j'ai essayé de faire comprendre à Marine Le Pen depuis le début, hein, c'est que déclarer la guerre aux musulmans, c'est très très bête, car en réalité, les musulmans sont des Français qui ont des tas de raisons de rejoindre la droite des valeurs et d'être des patriotes français pour ne plus être des types maintenus à la marge dans les banlieues pour servir de casseurs au Parti Socialiste et à qui on ne laisse pour essayer de survivre que le trafic de drogue et la prison. Hein, voilà. Donc, de ce point de vue-là, je suis très serein. Votons tous, hein, Front National à la prochaine présidentielle, et ça s'appelle mon combat à moi, qui est le combat de réconciliation nationale de tous les patriotes français pour le salut de la France contre son écrasement terminal par le nouvel ordre mondial qui est la candidature Macron. Alain Soral, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Je crois qu'on a fait le tour de la question. À la semaine prochaine, si tout va bien.